cercle vertueux de libres penseurs. Présente Espace Républicain. Espace Républicain. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis de l'Espace Républicain, merci de votre attention. Cette émission va commencer sur un chapeau de roue parce que nous allons rapidement aller au cœur du sujet. Une mission du Fonds monétaire international vient de séjourner dans notre pays et à l'issue de cette mission, deux conclusions majeures. L'FMI a constaté effectivement que la situation du pays était, sur le plan économique, était quand même difficile. Et la FMI a fait son analyse, notamment en donnant les raisons de cette situation difficile, notamment la première raison pour les FMI, c'est les chocs extérieurs qui a fait effondrer les prix de nos ressources naturelles, qui sont d'ailleurs la première matière d'exportation et qui fait aussi l'essentiel de notre budget. L'FMI aussi a, dans son analyse, situé les causes internes en disant l'instabilité institutionnelle et le manque de cohérence institutionnelle. Nous sommes dans une période post-conflit, mais beaucoup plus aussi dans une période post-électorale. L'FMI pense que cette raison-là est aussi à l'origine de cet effondrement, notamment l'effondrement de nos termes d'échange, notamment la difficulté que nous avons d'avoir des réserves suffisantes. Alors, ce sont donc des réflexions d'une institution dans laquelle nous sommes membres. Mais nous sommes un pays souverain, un pays qui se doit de réfléchir sur ce qu'on lui dit par une institution, entre guillemets, amie. Cette émission d'aujourd'hui a donc pour principal fil conducteur quid de la reprise avec le Fonds monétaire international. Ça fait depuis 2012 que nous ne sommes plus en programme et ça commence à faire durer. Nous avons une élection à organiser, un cycle électoral à organiser. Nous avons un budget qui est déposé et nous sommes dans une situation économique difficile. C'est une équation qui se pose à tout le monde pour pouvoir nous en sortir. Je suis donc avec les différents éditorialistes sur ce plateau. Nous allons essayer d'aller très rapidement à la question pour savoir que faire pour une bonne reprise, si c'est cela la décision. Et je pense que c'est celle-là parce que la délégation a été reçue par l'ensemble des autorités, le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre du Budget, même au niveau des représentants du peuple, notamment le Sénat et l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que nous allons faire? Quels sont les ajustements sur le plan économique et financier, mais aussi sur le plan politique, parce que l'FMI a quand même tenté d'élaborer un certain critérium politique. Que faut-il faire pour que nous puissions réagir en tant que nation à cette sollicitation intellectuelle et économique? Voilà, je suis allé très vite dans l'introduction pour que je ne puisse pas perdre de vos minutes précieuses, parce que je sens que vous avez réfléchi à la question. Et notre expert naturel de ces questions, c'est Jérôme Sekana, à qui je donne le premier la parole pour qu'il nous fasse d'abord l'état de la question et surtout qu'il reproduise aux téléspectateurs le vrai enjeu de cette reprise, si jamais il y en a. Jérôme Sekana, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour la parole. Oui. D'abord, je dois commencer par dire que le Fonds monétaire international n'a jamais développé un pays. Le pays se développe avec ses fils et ses filles. C'est à nous de nous prendre en charge. Le Fonds monétaire international vient en appoint sur le plan technique pour nous aider à pouvoir surtout bien rationaliser notre gestion. Alors, nous ne sommes pas en programme avec le Fonds monétaire international. Les gens doivent le savoir. Nous sommes plutôt en programme avec la Banque mondiale. Mais pour obtenir les appuis budgétaires, vous devez absolument avoir un programme formel avec le Fonds monétaire international. Et comme nous ne sommes pas en programme, nous devons nécessairement négocier pour que le gouvernement puisse d'abord
adressé ce qu'on appelle la lettre d'intention. Une lettre d'intention, c'est un engagement sous forme de contrat, de garantie, pour dire que bon voilà, nous allons faire ceci, nous allons mobiliser ceci, faire patte blanche, montrer ce qu'on a comme capacité contributive, les mesures que vous voulez prendre. Et si les conseils d'administration approuvent cette lettre d'intention qui doit être signée par le Premier ministre, en ce moment-là, automatiquement, le Fonds monétaire international peut voler au secours du pays parce que nous sommes membres du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale depuis 1963. Nous avons le droit de bénéficier des services du Fonds monétaire international, tout comme de la Banque mondiale. Pour ce qui est de la Banque mondiale a un portefeuille de plus ou moins 3 milliards 500 millions de dollars américains disséminés sur 25 projets ou même 28 aujourd'hui et nous n'avons pas tellement de soucis. Mais pour obtenir les appuis budgétaires d'autres organismes du système des Nations Unies, des multilatéraux tout comme les bilatéraux, la condition sine qua non, c'est d'être en programme avec le Fonds monétaire international. Parce que le Fonds monétaire international va dire à tous ceux qui veulent venir en aide que voilà, c'est un pays crédible, l'argent que vous allez donner sera bien géré, vous pouvez y aller. Tant que le Fonds monétaire international n'a pas dit ça, à travers un programme formel, c'est-à-dire il surveille les agrégats macroéconomiques, en tout cas, on ne peut pas venir en aide. Bien sûr qu'on peut s'attendre à une bagatelle de plus ou moins 500 millions. C'est beaucoup pour dans les contextes dans lesquels nous nous trouvons. Mais là où ça devient un peu compliqué, parce qu'à l'issue de la mission du Fonds monétaire international, eh bien, la délégation a posé des conditions qui sont un peu insurmontables. D'abord, la première condition, il faut que l'accord de la Saint-Sylvestre soit appliqué dans toute sa quintessence. Deuxièmement, il faut un calendrier électoral. Troisièmement, il faut que les programmes de décrispation. Vous voyez, tout ça, ce ne sont pas des choses qui peuvent se faire du jour au lendemain. Or, nous sommes dans les besoins urgents. Et ce que nous devons faire, c'est de nous replier, parce que nous avons une grande capacité contributive. Et je pense qu'au cours de cette émission, nous devons démontrer, parce que le Fonds monétaire international a dit que le budget de 7 milliards, c'est-à-dire 11 000 milliards, 500 quelque chose, 300 quelque chose de millions de francs congolais était irréaliste. Irréaliste, et pourquoi? Parce que le Fonds monétaire international constate que depuis 10 ans, nous n'avons jamais mobilisé en ressources internes plus de 4 milliards de dollars. Au nom de quoi nous allons nous prétendre aujourd'hui aller jusqu'à 7 milliards. Et si nous devons compter sur l'apport extérieur, c'est utopique parce que, regardez, en 2011, tous ceux qui avaient promis de nous aider même pour le financement des élections n'ont pas mis la main à la poche. Alors le FMI dit non, c'est irréaliste. Alors la solution maintenant, c'est de voir, et les solutions, il y en a, nous allons le démontrer ici, et c'est qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous ne devons pas trop compter sur le Fonds monétaire international. N'épuisez pas toute la judiciaire, votre matière est encore nous avons des propositions abondantes. Vous avez compris un tout petit peu, mais le Fonds monétaire international et la République du Congo, c'est pas une histoire d'hier, c'est une histoire qui date de longtemps. Donc je vais quand même demander à José Nawej, avant qu'on aborde la question fondamentale, mais j'ai l'impression que nous n'avons jamais fini un programme complet avec les FMI. Je ne sais pas si je me trompe, Jérôme, je parle sous votre autorité. Le Congo, même si nous avons fini en 2010, c'est ce qui nous a permis d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE et voir effacer 10 milliards de notre dette extérieure. Alors, grâce à Strauss-Kahn. Nos relations avec les institutions de Bretton Woods butent à une idéologie, et si je comprends bien, le Congo a toujours, même avec le maréchal Mobutu, même je crois très longtemps, il y a comme une forme d'hiatus dans la perception des enjeux. Je voudrais quand même que rapidement, José, vous dites-nous ce que vous en savez, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que la GBTR historique nous rappelle. Oui, très bien. Vous avez bien fait de recourir d'abord à l'histoire avant de laisser Jérôme et les autres spécialistes, parce que tout le problème chez nous, c'est que depuis la démocratisation des années 90, tout le monde est devenu spécialiste en tout. Et c'est très dangereux pour un pays. Il faut respecter les spécialités des uns et des autres. Et ce que je voudrais dire, sous le contrôle de Jérôme, bien sûr, que lorsque le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale, comme le GATT, c'est l'OMC, l'actuel OMC, lorsqu'ils sont créés en 1944, il y a un contexte qui explique cela. Il y a bien sûr la grande crise des années 29-30 plus exactement, le fameux crash de 1930. Oui. Alors,
29-30, voilà. Donc lorsque le Fonds monétaire, c'est dans ce contexte-là, mais aussi dans le contexte du début de l'après-Deuxième Guerre mondiale. C'est la grande redistribution de cartes, autant aussi, et il y avait, c'est vrai, le Yalta politique qui a fait la nouvelle carte du monde, mais le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale, procède du Yalta économique. Ça veut dire quoi? En réalité, les puissances fortes de l'époque, les États-Unis en tête naturellement, veulent avoir la main sur la bourse mondiale. C'est ça les débuts du Fonds monétaire. Et vous verrez très bien qu'au sein même du Fonds monétaire, tous les pays ne sont pas, disons, il y a des pays plus égaux que d'autres. Les États-Unis et l'Union européenne ont même le droit de veto. C'est à quelque chose près le même fonctionnement que le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ça nous permet la passerelle. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler de conditionnalité politique, mais c'est ça le vrai problème, Willy. Aujourd'hui, on sait très bien quelle est la position des principales puissances occidentales par rapport à nous. Nous sommes journalistes et nous ne voilons pas la face. Le problème, il est politique. En réalité, on veut lier l'aide à la RDC au déblocage politique. Le déblocage politique, il s'entend ici dans notre contexte comme, en fait, permettre à ce que le gouvernement congolais, le pouvoir congolais plus exactement, puisse, disons, faire l'accord du 31, l'arrangement particulier, tel que certaines sensibilités politiques, ici comme ailleurs, l'entendent. Maintenant, vous parlez, vous dites le FMI. Le FMI, ce n'est pas une histoire nouvelle. J'ai fait un édito aujourd'hui, j'ai titré « Il était une fois le FMI ». Nous sommes dans les années 80. Nous étions parmi les meilleurs élèves du FMI. Mobutu, comme le Premier ministre Kengo, l'actuel président du Sénat, allait partout dans le monde pour dire, voilà, nous sommes les meilleurs élèves, nous appliquons la doxa libérale du FMI, etc., etc. Mais le même Mobutu en 86-87, si ma mémoire ne me trahit pas, le même Mobutu reviendra sur ça. Non seulement on ne mange pas la rigueur, nous sommes devenus les exportateurs nés de capitaux. Mobutu l'a dit. Et ça coûtait son poste de Premier ministre à Kengo. Donc nous devrions, et il ne faut pas croire que les FMI, c'est les sauveurs qui tombent aujourd'hui. Je ne dis pas non plus que c'est les diables, mais tout le problème, c'est que dans les années 80 comme aujourd'hui, les programmes du FMI, c'est des solutions clés en main qui ne tiennent pas forcément compte des réalités locales de pays dans lesquels... Merci beaucoup, José. Merci. Oui. Alors, Bruno Mbolisson, au Parlement, vous recevez certainement, ils ont été reçus aussi là-bas. J'aimerais quand même lire un extrait de ce qui a été dit par le Fonds monétaire international. Ils disent, une question a été posée devant cette impasse. Peut-on aider la RDC? La réponse a été claire. Faute d'avoir maîtrisé le code minier, il faut préalablement partir des données réelles. Ainsi, le budget 2016 est réalisé à concurrence de 4,8 milliards. Or, les prévisions 2017 sont de 8,9 milliards, c'est-à-dire 3,1 milliards d'accroissement ou 64%, dont l'essentiel proviendrait de l'extérieur. Donc, dans le budget supposé du gouvernement Bruno Tshibala, 34% devrait provenir de l'extérieur. Mais de qui? Alors, que faire pour rencontrer les deux causes principales afin de résoudre les chocs extérieurs à l'impasse? Réponse, ça c'est le Fonds monétaire international qui l'a dit, nous pouvons vous aider, mais les chocs extérieurs ne relèvent pas de nous. Quant à l'impasse politique, nous pouvons nous y engager, mais voici les trois conditions. Notamment, première condition, mise en place du CENSA avec son président, mesures de description politique et engagement irrévocable de s'en tenir à la date prévue pour les élections. Voilà, c'est clair, ça n'a pas été caché, ça a été clair, donc ça a été entendu. Alors, comment ça a été perçu au niveau des dirigeants? Oui, j'étais là devant le chef de département Afrique du Fonds monétaire international qui conduisait la délégation et quand il a fait la déclaration, je crois que comme les autres ont dit, notamment José, le Fonds monétaire international, c'est vrai, c'est une institution financière internationale, mais il y a un fonds foncièrement politique. Et c'est piloté par les grands de ces à ma mémoire, je ne connais pas un pays qui est en difficulté avec les grandes puissances du monde et recevoir l'intervention, être en programme avec les FMI, je ne connais pas. Donc, c'est vrai, ils peuvent vous bandir les chiffres, les tableaux économiques et tout, mais un fonds politique à tout cela. Maintenant, il appartient aux élus du peuple qui maintenant sont en pleine navette parlementaire pour ce qui est du budget 2017
de savoir tirer les bons dans ces déclarations du Fonds monétaire international. Parce qu'en réalité, vous savez, quand on parle de l'économie, quand on parle des chiffres, il n'y a pas d'état d'âme. Le Fonds monétaire international dit par exemple que le gouvernement Bruno Tshibala, dans le budget 2017, prévoit à la fin de l'année 2017 l'inflation, ou plutôt les taux d'échange, à 1600 francs congolais pour le dollar américain. Aujourd'hui, le dollar est déjà à 1480. Et dans d'autres manœuvres, dans d'autres opérations, ça s'échange à 1500. Donc, il y a une forte probabilité que les prévisions des Fonds monétaires internationaux soient réalistes. C'est-à-dire qu'à la fin 2017, au lieu d'avoir un taux d'échange de 1600, on devrait plutôt avoir un taux d'échange de 1900 ou 2000. Maintenant, il appartient aux élus, aux députés, aux sénateurs qui ont la possibilité de recadrer un peu ce budget. Mais si je comprends bien, vous avez encore la parole, oui. Le gouvernement Tshibala, en mettant 34% d'accroissement du budget et en espérant que ça vienne de l'extérieur, les gouvernements Tshibala espèrent quand même que nous ayons l'appui budgétaire. Oui, il y a l'appui. Il espère vraiment que le Fonds monétaire va agir. Aujourd'hui, un pays comme le Congo ne peut pas vivre en isolationniste, sauf à recopier Kim Jong-un de la Corée du Nord. Avec quel résultat c'est dessiné dans l'embargo total. Vous êtes en train de soulever des gens qui vont se réveiller ici sur ce plateau. Nous n'avons pas besoin d'un exhibitionnisme, d'une autosuffisance extrêmement suicidaire et foncièrement désastreuse pour la population. Mais maintenant, il y a un problème, comme l'a dit Jérôme, c'est-à-dire qu'il y a des obstacles qui sont difficilement surmontables. Je ne vois pas la connexion mathématique qu'il y a entre la désignation du président du CNSA et le cadrage macroéconomique. Nous allons examiner tout cela, mais évidemment. Donc, il faut faire une sélection par rapport aux conditionnalités de FMI et voir qu'est-ce qu'on peut tirer de bon et qu'est-ce qu'on peut mettre en veilleuse. John Ngomba, avant que je ne donne la parole aux deux aînés qui n'ont pas encore parlé et qui ne doivent pas dormir, votre tour arrive. J'imagine bien. Bon, moi je crois que c'est déjà une bonne chose qu'après 2012, ça va faire 5 ans, qu'on reprenne langue avec les FMI. Alors, le grand souci qu'il y a maintenant, c'est que nous devons être des partenaires avec les FMI. C'est-à-dire, quand on est des partenaires, il faut avoir un discours à tenir. Et pour que son vis-à-vis ne vous en impose pas. L'FMI a sa base idéologique évoquée ici. On peut bien deviner où est-ce qu'ils veulent en venir. Mais les FMI peut être un outil utilisé par le Congo. Quel est maintenant le discours du Congo? Parce que comme Bruno l'a dit, nous sommes dans le monde des chiffres ici, ça ne pardonne pas. Nous avons une balance des paiements qui est totalement déficitaire. Nous avons un budget qui a besoin d'un appui budgétaire. Ok. Alors, comment pouvoir régler ces problèmes? C'est des problèmes de bonne gouvernance. C'est-à-dire, c'est une dimension interne d'abord. Parce que le FMI lui-même a dit que les chocs internationaux, ce n'est pas de sa dimension. Donc, ça veut dire qu'il y a d'abord le problème, il est en interne. Est-ce que nous pouvons régler les problèmes des bonnes gouvernances? Est-ce que nous pouvons régler les problèmes des monoproductions? Parce que si nous sommes victimes du choc international, c'est parce que nous exportons plus que peu de choses. Et qui, quand c'est affecté, en l'occurrence les minéraux, eh bien, tout est affecté. Alors, les problèmes des balances, des balances des paiements, nous importons beaucoup plus que nous exportons. C'est aussi un problème des choix à faire en interne. Donc, moi, j'ai dit, dans un premier temps, qu'il est bon que les FMI soient là, mais en même temps, il ne faut pas que nous allions vers les FMI, pieds et poings liés. Il faut que nous développions les discours congolais face à nos enjeux, parce que nous sommes les seuls à pouvoir maîtriser de manière souveraine ce qui est bon pour nous. Donc nous devons les savoir. Alors quitte à nous, après, de créer un partenariat intelligent avec les FMI et prendre ce qui est nécessaire de prendre au FMI et puis de laisser le reste. Merci beaucoup, John Ngomba. Jean-Kim Diana, peut-on encore parler sincèrement? Nous sommes un pays souverainiste. Vous êtes d'ailleurs un des
les champions de cela. Peut-on, dans les conditions actuelles, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut faire profil bas, accepter même dans les bureaux fermés qu'il y a eu quand même quelque part manque de réussite dans certaines politiques et que ce n'est pas mauvais d'être aidé pour traverser cette impasse parce qu'elle est quand même là. Vous, quelle est votre lecture finalement? Bon, en fait, à écouter les amis qui ont dit tout à l'heure, ils ont essayé de soulever quelques problèmes qui m'aident à répondre à votre question. Le FMI ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que même si notre pays est membre depuis 65, mais le FMI 63, et le FMI remonte à 45, à 44. C'est la Banque de règlement international qui a été créée en 45. Mais alors, voyons avec le régime que nous avons vécu comme journaliste et historien du président, le régime Mobutu. Quelles étaient les conditionnalités pour que le FMI aide à l'époque? Ce n'était même pas le problème politique. Et pourtant, c'était une grande dictature reconnue aujourd'hui. On n'avait jamais demandé à Mobutu, avant que le FMI arrive, mettez d'abord fin à la dictature, créer les partis politiques, et qu'il y ait des élections multipartites. Jamais cette condition-là. Jamais. La condition là, c'était quoi? Abandonner le restaurant universitaire, c'est pourquoi nous, on a pu manger. J'ai Camille abandonné le secteur médical, social, on a tout abandonné, ainsi de suite. Et à tel point qu'on a dégraissé. Et voilà qu'on arrive avec Mzé. Et les gens d'abord croyaient que Mzé, ministre Attal des Finances est allé vers le FMI. Quelle est la condition? Payer d'abord la dette extérieure. Et Mzé leur a dit, mais écoutez, j'ai trouvé cette dette dont ceux qui l'ont prise ont logé beaucoup là chez vous. Mais je cherche l'argent pour travailler. Vous me demandez d'abord, avant de vous payer, je dois d'abord travailler pour produire. Je ne produis, vous me demandez alors. Vous allez continuer, mais une précision. Ouais. Je crois que c'était Mawampanga, pas Attalé. Mawampanga, Manananga. Attalé a été ministre de Tshisekedi après la conférence nationale. Oui, même de Mzé aussi. Il a été ministre de Mzé. De Mzé, oui. Attalé, celui qu'on a demandé de se débouter. Non, là c'est votre ami qui a fait le livre, comment il s'appelle? Frère. Oui, il y a un ministre là. DG de l'INA, son frère a été à l'IBDP. Comment il s'appelle? Talangaï. Voilà, c'est Talangaï. C'est Talangaï qui était ministre. Voilà, c'est Talangaï. Il faut préciser. Attalé a été ministre de Tshisekedi. Talangaï, ministre des Finances. C'est Talangaï. C'est Talangaï qui est allé, qui a pris les engagements. Nous allons payer. Le ministre lui a dit, mais nous allons payer cette dette avec quoi? Nous allons produire avec quoi? Parce que nous avons d'abord l'argent. Il ne faut pas nous engager dans la légende de la dette. Dans la légende de la poule et de l'œuf. Alors, il n'y a... Maintenant, voilà que Joseph Kabila arrive. Il n'y avait pas d'élection à l'époque. Il n'y en avait pas. Il arrive au pouvoir, il engage le pays dans les réformes économiques et le FMI arrive. Avec des réformes économiques, on est arrivé jusqu'au PEG 1 qui a été réalisé. Le PEG-D a achoppé avec la gestion de 1+4 et le FMI est reparti pour revenir avec le patriarche Gizenga avec des réformes économiques toujours. Et le FMI est parti avec l'arrivée de Matata. Est-ce que c'était Matata, il y avait problème d'élection? Est-ce qu'il y avait problème d'accord qu'il fallait appliquer? Non, c'était toujours des problèmes économiques. Je suis étonné qu'aujourd'hui, le FMI, au lieu de se baser sur que le gouvernement actuel engage avec son aide des réformes économiques, on lui pose des conditionnalités politiques. Et ça, c'est tout à fait, on peut, de bas mot, c'est une ingérence dans les affaires internes d'un État. L'affaire internes, parce que la gestion politique quotidienne, les choix des dirigeants, ce n'est pas l'affaire du FMI. Le FMI dirige le côté économique. Nous l'avons démontré à travers l'histoire. Le FMI suppose que le contexte de dégradation économique a une contexte politique. Tout à fait. Et que si vous voulez régler vos problèmes économiques, commencez par stabiliser le cadre institutionnel. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je l'ai démontré, stabiliser la politique, c'est encore une politique de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui doit précéder quoi? Est-ce que c'est l'œuf qui a précédé ou bien c'est la poule qui était avant qui a pondu l'œuf pour arriver? Donc aujourd'hui, le problème qui est là, tout le monde le sait, est le social.
On ne produit pas le social avec le choix d'un Premier ministre. On ne produit pas ce social-là. On dit les élections. Les élections ne vont pas produire le social. Donc, il faut l'économie. Et l'économie suppose moyens. Et ça suppose moyens. Donc, aujourd'hui, poser les conditions, s'ingérer dans la division de Congolais, nous risquons de nous implanter dans la politique qu'il y a eu de 90 à 97. C'est-à-dire, on change de gouvernement et entre-temps, les FMI se goussent les épaules. Nous avons fait pendant 9 ans ou 10 ans, 11 ans, Merci beaucoup, Joachim Diana. Nous allons donner la parole à Freddy Mulumba par rapport à cette question, parce que c'est une question fondamentale. Comment un pays réagit par rapport à sa propre vision, par rapport aux écueils qu'il rencontre sur la route, mais par rapport aussi aux appuis qui peuvent venir, tout en conservant une partie de sa conduite en autonomie et une partie de sa conduite en coopération. La question des FMI se pose à vous en quels termes? Oui, moi je suis déçu. Déçu de voir que 57 ans après l'indépendance, on ressent encore le Conseil des étrangers. Ça pose problème. On n'est pas conscient. Ce que l'FMI vient de raconter, je pense qu'on a des économistes qui peuvent le faire encore mieux. On peut le faire entre nous-mêmes. Mais ils n'ont pas de moyens. Non, ils n'ont pas de moyens. C'est la caisse qui est derrière qui nous intéresse. Ce n'est pas la caisse parce que le FMI n'est plus le seul à avoir l'argent. Je vais y arriver là-bas. Donc, je préfère que nos intellectuels suivent d'abord. Parce que d'abord, les intellectuels, c'est l'effort. Il y a Mabi Mulumba qui a publié un ouvrage, Congo-Zaïre, les coulisses du pouvoir sous Mobutu, témoignage d'un ancien Premier ministre. Pauvre Mabi écrit ceci. L'auteur, le livre est aussi une interpellation dont l'objectif est d'inciter les acteurs politiques à tirer les leçons de l'histoire du pays, afin de ne pas répéter les erreurs de leurs prédécesseurs et éviter ainsi de plonger la société dans un statu quo porteur de sous-développement. Je pense que le professeur Mabi a été ministre des Finances, il a négocié du temps de mout avec le Fonds monétaire, avec la Banque mondiale, il est aussi Premier ministre. Donc il connaît très bien la situation. Mais, cher ami, quand je vous parle de l'histoire, c'est pour qu'on comprenne. Un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir. Ce n'est pas la première fois, on vient de le dire, que l'FMI est arrivé ici. Est-ce qu'on a fait l'état des lieux du passé de l'FMI? Quand je dis l'état des lieux, ce n'est pas les juristes qui peuvent le faire, ce sont des économistes congolais qui doivent conseiller les hommes politiques. Est-ce qu'on l'a fait? Problème. Je préfère encore lire un document. Le document est écrit par Jean-Philippe Pémence. Il est, je ne sais pas si c'est encore en vie, parce que ça fait longtemps, et il était professeur à l'université de Louvain. C'est intitulé « Crise de la modernisation et pratique populaire au Zaïre et en Afrique ». C'est avant-propos de Benoît Verhagen. Écoutez un peu ce que Jean-Philippe Pémence dit en 1995. Il semble, en 1965, que Kengo, l'actuel président du Sénat, est parvenu à regagner un certain appui des institutions internationales et des groupes financiers multinationaux, alléchés par les perspectives d'une privatisation des ruines des grandes entreprises publiques. En fait, celui-ci leur rouvre pour un investissement relativement modique, selon les normes internationales, la possibilité d'exploiter, quasi sans restriction, les ressources minières et forestières, voire les potentiels énergétiques du pays. Selon certains, on peut parler à ces propos d'une mise à l'encan et d'un retour à l'ère des compagnies à Chartres. Je pense que tout est dit. Durant le président Kengo, quand il était Premier ministre, on a privatisé. Qui ont acheté? Toujours les mêmes. Donc, qu'on ne se fasse pas beaucoup d'illusions. L'impression que j'ai ici, à Kinshasa, c'est de voir, les gens pensent que les FMI, ce sont des gens très bons, ils viennent nous aider. Non. Les fonds monétaires, tout comme la Banque mondiale, tout comme l'OMC, ce sont des instruments de la mondialisation néolibérale. Il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions. Je pense que Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, il a publié La Grande Désillusion. Il a démontré que tous ces gens sont des idéologues.
Et c'est d'abord les intérêts privés. Qu'on ne soit pas naïf. Donc, cela n'empêche pas qu'on gère correctement notre pays. Et moi, je demande, oui, je vais terminer, qu'il y ait un débat public. Il est déjà là. Vous Il y a un débat public. dans les débats déjà. Nous le faisons en tant que journalistes. Je préfère un jour que vous ameniez ceux qui défendent les fonds monétaires d'un côté, les économistes, et ceux qui ont fait des travaux sur les plateaux, qu'il y ait un débat contradictoire. Comme ça, le peuple saura où sont les intérêts du Congo. Alors, les débats stériles ne vont pas donner le pain dans l'assiette de notre population. Les débats est fait comme un moyen pour arriver à une action qui permet aux gens d'avancer. Nous sommes un pays en train de chercher les moyens d'organiser les élections. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons notre fierté nationale. Nous sommes un pays quand même souverainiste. Et ça, je crois que tous les Congolais ressentent le désir, la fierté de conduire leurs affaires. Mais en même temps, nous sommes un pays qui a des problèmes en interne, qui va les résoudre. Alors, quels sont les leviers? Sachant que dans les relations internationales, le rapport de force impose à celui qui, en apparence, est en position de faiblesse, plus de sagesse que celui qui est en position de force. Donc, maintenant, quels sont les leviers qui nous restent pour que nous puissions arriver quand même, à organiser ces élections sans perdre le pays, à organiser ces élections sans perdre le contrôle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'extérieur vienne non seulement s'immiscer, mais s'imposer totalement. Quelles sont les conditions? Et c'est ça la deuxième partie de cette émission, parce que qu'on parle du CNSA, qu'on parle de l'accord cadre, qu'on parle des conditions politiques, ça voudrait dire en réalité, on veut que le Congolais agisse dans une certaine mesure. Quels sont les leviers qui nous restent pour que nous arrivions aux élections? Parce que d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas échapper à l'obligation de choisir par le peuple ses dirigeants. Alors chacun va prendre la parole pour que nous puissions arriver et soyez concrets. J'aurais commencé par vous et ça va circuler. Je n'interviens pas jusqu'à la fin. Mais merci beaucoup. Vous savez, nous avons une très grande capacité contributive. La capacité contributive, c'est l'ensemble de tout ce que nous pouvons disposer comme moyens pour essayer de donner à l'État aussi, à partir de nos richesses. Là, on peut prélever les impôts et taxes et tout ça pour donner à l'État les moyens de sa politique. Cette capacité-là est très, très, très grande. Je pense que le problème que nous avons dans notre pays, c'est la malgouvernance qui est devenue presque un sport national. Même si nous critiquons le FMI peut nous aider à essayer de recadrer les choses. C'est important parce que lorsque nous gérons mal le peu que nous avons, si on a quelqu'un qui peut nous dire que attention, faites ceci, c'est quand même... Jérôme, c'est un peu plus précis. Alors, maintenant, je vais vous donner deux solutions. Quand vous allez continuer, parce que quand vous dites la malgouvernance est devenue un sport national, c'est une globalisation. Hein. Oui. Vous devez préciser exactement. Je vais vous donner... Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis vous continuez. Au niveau des mines, nous avons un problème très sérieux. Sans toutefois aller très loin, si on audite les secteurs miniers, nous pouvons mobiliser cash 3 milliards. Comment? Vous savez que nous avons 50 sociétés minières qui produisent au jour d'aujourd'hui. Sur les 50 sociétés minières, il n'y a que 3 qui ont déclaré des bénéfices. 47 depuis 10 ans déclarent des pertes. Ce qui est anormal. Elles déclarent des pertes, mais elles ne partent pas. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Ne sont-elles pas en période de récapitalisation, c'est-à-dire de remboursement du capital? Voilà, mais attendez que je vous explique. Je vais m'appuyer sur le code, les codes miniers. Quand vous regardez, il y a ce qu'on appelle l'évasion de la production. Ce n'est pas ce que ces sociétés exportent. Mais c'est conseillé par la Banque mondiale. Hein. Qui représente vraiment le vrai bilan qu'ils déposent, que ces sociétés déposent par exemple à la DGI. Nous souffrons au niveau de la DGI de ce qu'on appelle l'absence d'une expertise technique pointue pour capter l'information et pouvoir faire respecter le code minier. Et là, vous avez par exemple des tonnes, des milliers de tonnes qui sont exportées, mais qui ne sont pas imposées. Tout simplement parce que les sociétés minières gonflent les charges, trichent avec les données que les agents du fisc n'arrivent pas à dénicher. Un autre aspect, toujours en ce qui concerne les miniers, le code minier dit ceci. Lorsque les sociétés minières prennent l'argent,
et plutôt produisent, vendent. 60% de leurs ventes doivent rester au niveau de l'étranger. 60%. 40% des produits de leurs ventes doivent être rapatriés en République démocratique du Congo en cash, en pièces sonnantes et trébuchantes. Or, c'est ça qui fait que l'offre en devise de la République démocratique du Congo soit alimentée. Mais qu'est-ce qui se passe? La Banque centrale ne fait pas son travail. Et chaque fois qu'on a essayé de creuser là-dedans, c'est tout un problème. L'argent, d'abord, sur les 60%, c'est là où les sociétés minières doivent acheter des équipements et tout ça. Mais les sociétés minières prennent 60%, laissent là-bas, ils prétendent rapatrier 40%. Dans les 40%, quand vous regardez, c'est parfois 10% ou 15%. Et quand ces sociétés arrivent ici, je commence à chercher le dollar ici. Ce qui fait qu'on exporte plus de devises que ce que nous importons. Ça, c'est extrêmement grave. Et la Banque centrale doit faire correctement son travail parce qu'il y a de l'argent. Il est question d'auditer et de faire en sorte que les licences, lorsque vous avez vous souscrivez à une licence, par exemple pour envoyer les fonds, et par exemple sur les 40%, il faut que vous clôturiez l'opération et présenter les preuves, les factures définitives pour dire que voilà, les 40%. Et surtout que la Banque centrale a l'obligation de surveiller les mouvements des comptes à l'extérieur. La Banque centrale ne le fait pas. Ce qui fait qu'on est roulé dans la farine pendant plus de 10 ans. Et Jérôme, une dernière question, vous allez rapidement. Deuxièmement, c'est en ce qui concerne la capacité contributive. Nous devons savoir que l'État est faible. Notre État est faible. Pourquoi? Parce que l'informel brasse des milliards. Je vous informe que nous avons moins de 500 000, d'autres parlent même moins de 300 000 personnes physiques et morales confondues qui sont répertoriées dans les registres du fisc. Et vous avez une petite poignée de gros contribuables qui sont imposés. C'est pour cette raison qu'il a fait que crie à la tracasserie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une réforme qui ne coûte que 10 millions de dollars américains, c'est-à-dire l'identifiant fiscal unique, qui doit permettre à la DGI, je vous informe que la Banque mondiale a fait un don de 50 millions de dollars, l'argent est en train d'arriver, mais on n'a pas inscrit ça là-dedans. Et pourtant, les 10 millions peuvent permettre, c'est quoi l'identifiant fiscal unique? C'est-à-dire on doit donner à chaque personne majeure en République démocratique du Congo un numéro impôt, tout comme à toutes les entreprises, de sorte que lorsqu'on connaît qui fait quoi, automatiquement, l'assiette fiscale s'élargit. Et on peut absolument capter l'argent qui circule dans l'informel. C'est pour cette raison que j'ai dit, nous avons 7 mesures au lieu de 28. Mais ces mesures-là sont capables d'aider l'État à pouvoir... Merci Jérôme, merci. Je vous poserai une question à la fin, vous aurez une petite seconde, mais réfléchissez-y. Le président de la République avait parlé de parachever la réforme du code minier, mais personne on ne parvient pas à le finir, mais vous ne répondez pas maintenant. Oui. Nous continuons le débat rapidement. Ok. Je pense qu'il faut quand même voir ce qui s'est passé dans le passé concernant le code minier. Ceux qui sont à la base du code minier, c'est la Banque mondiale qui a même financé ça. Si aujourd'hui nous souffrons, c'est à cause de la Banque mondiale. Nous souffrons avec un taux de croissance de 8%. J'ai dit ceci. Nous avons atteint quand même... Non, le problème n'est pas là. Oui, parce que si sans ce code-là... Non, le code a permis qu'on puisse piller le Congo. Mais regardez les billets. C'est combien? C'est le code minier qui a été initié par la Banque mondiale. On ne veut pas le dire ici. Sans faire le débat avec vous. On chiffres quand même. On laisse. 300 millions du budget avec l'ancien code. On avait 300 millions. Mais c'est combien qu'on a perdu? On a perdu combien? Nous avons quand même atteint plusieurs milliards. Non, on a perdu combien? Imagine-toi, du temps de Mobutu, on faisait 400 000 tonnes qu'on exportait. Aujourd'hui, on est à 1 million. 1 milliard. Mais regarde sur tous les pays. À 7 milliards de dollars. C'est à cause. On n'a jamais atteint un budget d'un milliard. C'est à cause du code minier que nous souffrons aujourd'hui. Parce que le pays vit grâce aux mines. Ça, il ne faut pas oublier. Deuxième chose, oublier. Un jour, ici à Kinshasa, il y a eu un débat au centre, à l'hôtel intercontinental dans les temps, sur les fonds monétaires, l'aide qu'il peut apporter au Congo. Les contrats chinois, entre guillemets. Il y avait les ministres, l'ambassadeur belge, l'Union européenne, aussi l'ambassadeur angolais. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est l'angolais. Il nous explique. Ni t'étais la Chine, l'Angola, c'était dans les pétrins. Ils sont partis voir les fonds monétaires.
le Fonds monétaire, la Banque mondiale ont refusé de donner l'argent. Ils ont posé des conditions. Ils sont partis voir les Chinois. Les Chinois ont déboursé. Aujourd'hui, regarde où se trouve l'Angola. Donc, si nous voulons aller plus loin, nous devons avoir le courage de nous assumer. C'est notre pays. Très bien. C'est aller... Non, laisse-moi terminer, Willy. C'est aller en Chine, il y a une banque d'investissement, il y a déjà quelques pays africains qui ont adhéré. Vous avez l'Éthiopie, vous avez le Soudan, vous avez l'Égypte, vous avez l'Afrique du Sud. Il y a même des pays européens qui sont dedans. Donc, nous avons le pouvoir et le devoir d'aller chercher l'argent là-bas. Deuxième chose, Willy. Je pense que il y a les miracles est-asiatiques. Vous êtes maintenant parlé de l'Asie. La Banque mondiale elle-même a publié un ouvrage en 1993, donc un rapport sur les miracles. Qu'est-ce que le rapport dit? S'il y a eu miracle asiatique, en grande partie, les pays, le gouvernement sud-asiatique ont appliqué les politiques contraires à celles que le Fonds monétaire, la Banque mondiale proposaient. Ça donnait les résultats que ça donnait. Et en 1997, il y a eu une crise économique, financière en Asie. Ça fait quand même un crash. Comment ils sont en sortis? La Banque mondiale, le Fonds monétaire est parti encore pour le proposer, comment il faut faire pour s'en sortir. Ils ont refusé. Ils ont dit, on vous paye combien? Ils ont payé leurs dettes. Le cas de la Corée du Sud est une preuve de patriotisme. Même les femmes ont vendu leurs bijoux en or pour rembourser la dette du Fonds monétaire. Et les Coréens du Sud sont mis ensemble pour travailler pour leur propre pays. Aujourd'hui, la Corée du Sud est parmi les meilleures économies du monde. Merci beaucoup. Ce sont des exemples à prendre, qu'écoutez, ici, comme si on réfléchit. Vous versez tout cela. Durant la période de la guerre froide. C'est terminé, ça. Voilà, vous versez tout cela au débat général et ceux qui nous suivent, ceux qui ont un minimum de pouvoir, ont intégré. Nous faisons ce tour et nous terminons par José. Si vous voulez, je voudrais d'abord apporter une information. N'oubliez pas ma question. Hein? Oui, la question reste fondamentale. Pendant qu'on est en train d'enregistrer l'émission, le ministre des Mines est en train de répondre aux préoccupations des députés concernant effectivement la révision de ces codes miniers. Parce que la plupart des députés ont intervenu, je crois, dans le sens évoqué tout à l'heure par Jérôme, même par Freddy, que pendant que la RDC produisait moins en termes de mines, la contribution de ces secteurs au budget de l'État était supérieure en termes de tableau de comparaison à ce qui est aujourd'hui. On a fait une progression de manière exponentielle en termes de production minière, mais la contribution au budget national est faible. Donc il faut corriger ces retards-là, ces déficits, et c'est justement l'un des objectifs principaux de la révision de ces codes miniers. Mais le grand problème, je crois, c'est au niveau de la gouvernance. On peut aller dans des réservoirs où il y a des tonnes de dollars exposés à même le sol et ramasser ces tonnes, ramener ici. Si ce n'est pas bien géré, nous rentrerons dans la case des dépenses. C'est pour cette raison que moi je pense que ce soit auprès du FMI, que ce soit auprès de la Banque mondiale, que ce soit auprès de la Chine, le Congo doit réajuster sa gouvernance pour que cet argent serve à alimenter des secteurs portée de croissance, notamment l'agriculture, l'élevage, pourquoi pas. On parle de mines, mais il y a aussi un autre secteur qui semble être négligé, c'est les hydrocarbures. Aujourd'hui, le budget de l'Angola est, entre autres, raisons pour lesquelles il est à un niveau très élevé, c'est la production pétrolière. Il y a d'autres pays comme la Guinée équatoriale, c'est pareil. Nous aussi, nous avons des réserves en termes de nappes pétrolifères et nous pouvons faire de même. L'agriculture, nous avons des espaces beaucoup plus vastes que l'Angola. On peut les valoriser. Je pense qu'il ne suffit pas de s'endetter, d'être... Donc vous êtes d'accord qu'il faut relever le niveau de gouvernance. Voilà. Merci beaucoup. Ça signifie combattre la corruption, ça signifie élargir l'assiette fiscale. Mettre fin à l'impunité. Merci beaucoup. Diana? Oui, nous ne nous l'airons pas. Nous pouvons aujourd'hui inventer ce que nous pouvons inventer pour que nous puissions avoir des moyens à l'interne. Demain, vous apprendrez que le président qui a inventé cela a été assassiné et qu'on a mis au pouvoir un patin qui veut reprendre à zéro. Le problème n'est pas celui-là. Le problème est de faire comprendre aux gens que nous sommes dans un monde interdépendant, nous nous entre. Mais qu'on comprenne. Vous voyez, aujourd'hui, tout ce qu'on vient de relever ici, ce sont des problèmes économiques. Quiconque
que ce soit la Chine, les États-Unis d'Amérique, ou les FMI, ou la Banque mondiale qui viennent nous aider, c'est dans ce domaine-là. Ce n'est pas la tête, il faut que José Naoué soit Premier ministre pour que l'économie du Congo marche. Là, ce sont des problèmes, justement, c'est de la périphérie. Ça, à la périphérie. Mais le vrai problème, ce sont des problèmes économiques. Aujourd'hui, si l'économie du Congo marche, vous ne verrez pas les gens dans la rue pour aller rester debout toute la journée devant un siège d'un parti politique pour parler de n'importe quoi. Les problèmes sont des problèmes économiques. C'est vrai que nous avons à l'interne une gouvernance qui laisse à désirer. Quand vous irez à la DGI, il a dit, c'est un ligablo qui se contente du minimum. Dans les ligablos, c'est quoi? Quand on a vendu deux papiers mouchoirs, c'est combien on a vendu 2 papiers mouchoirs? Donnez ça, on achète du lait pour le matin, ou bien un peu de sucre, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas une véritable économie qui se fait. Vous allez à la SNEL, c'est aussi le strict minimum, à tel point que nous avons eu par exemple le programme MAG Énergie. Et vous avez vu comment la SNEL, les dirigeants de la SNEL ont refusé ce partenariat public-privé pour dire que nous devons rentrer vers nos partenaires traditionnels que sont la Banque mondiale et les FMI, qui ne sont jamais venus. Le problème est toujours là. Alors aujourd'hui, notre vrai problème, c'est que de faire comprendre à ce FMI, s'il veut nous aider, ou qu'il nous laisse libres. C'est-à-dire, on laisse libre, vous ne faites pas les élections. Oui, non, vous pouvez y aller comme vous voulez. Ne pas faire les élections. Nous avons nos élections. Le problème est là. Nous avons la CENI qui travaille. On est en train de... Je ne sais pas si vous êtes déjà allé vous enrôler. Donc, vous devez vous enrôler. La CENI travaille, il y aura les élections, coûte que coûte. Matata est issu d'un gouvernement issu des élections. Pourquoi le FMI n'est pas arrivé? Ce sont des problèmes de gouvernance économique. Qu'on mette de côté les problèmes de gouvernance politique, même si cela est sérieux. Je peux rappeler même l'engagement de 106 pays qui s'étaient réunis à Bretton Woods, qui sont arrivés à créer le précurseur du FMI. Leur engagement, c'était quoi? Aider tous les pays à faire une politique économique qui peut faire qui doit les amener à maintenir leur balance de paiement afin de ne pas perturber la parité des monnaies avec des monnaies étrangères. Voilà la préoccupation première. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, ils sont en Chine, la Chine est communiste, parti unique. Et elle y va. C'est pourquoi le FMI a été avec Mobutu. C'est pourquoi le FMI Mais aujourd'hui, chez nous, on ne se leurre pas, nous sommes en train d'aller vers une nouvelle guerre froide. Les Occidentaux, n'ayant plus d'argent pour soudoyer les gens, ils vous soudoient par des sanctions. Et aujourd'hui, le FMI devient aussi une sanction. Le FMI devient une sanction. Si vous ne faites pas ça, vous ne serez pas aidé, ainsi de suite. Entre-temps, on vous largue les sécanes qui vous montrent que sans FMI, nous sommes morts. Sans FMI, nous sommes morts. Et pendant ce temps, demandez les gens dans le bus, dans les taxis, ils vont vous dire que FMI, Azate, nous allons faire quoi? Très bien, merci beaucoup Diana. John Wombo, rapidement. Parce qu'il nous reste très peu de minutes, nous allons conclure l'émission. Je tenais à mettre dans l'escarcelle des souverainistes que l'un des actes souverains à poser aussi, c'est de sauvegarder la monnaie nationale. Aujourd'hui, on parle que dollars, alors que faisons-nous du franc congolais? Il est là. Les souverainistes devraient aussi veiller. Et donc, moi, je verse ça dans l'escarcelle des mesures, c'est-à-dire, faire des paiements en franc congolais. Ça suppose aussi un certain nombre de dispositions. Je voudrais embrayer un peu dans le sens des Jérôme sur le secteur minier, pour donner peut-être un autre élément qui peut être intégré. Pour l'instant, on va dire que nos exportations, c'est essentiellement dans les domaines miniers. Mais il faudra une diversification parce qu'il était question de faire des produits finis dans les domaines miniers. Il était aussi question d'impliquer la population à la base en faisant des sous-traitances. La loi a été votée, je crois. Oui, elle a été votée, mais l'application pose problème. Parce que ces secteurs-là, on sait que, il y a de l'argent assez rapidement. Aujourd'hui, instaurer la sous-traitance, parce que, somme toute, le problème que nous avons, c'est un problème de production, c'est un problème de travail. La sous-traitance va demander que les entreprises aient accès au crédit pour qu'elles puissent remplir les fonctions de sous-traitante. Or, le crédit n'est pas là. Exactement, tout se tient. Ça veut dire qu'en amont, le gouvernement doit aussi
essayer de régulariser ces genres d'aspects. Je voudrais recourir à la Chine, peut-être pour autre chose. Aujourd'hui, la Chine... Pas pour l'argent. non, pas la même approche que Freddy. Oui, la Chine, aujourd'hui, en impose, même au FMI. Parce que le FMI vient et pose ses conditions, et la Chine en impose parce que elle a su s'organiser en interne. Je vais citer quelques... oui. Il y a une discipline réelle du travail en Chine. Il y a une discipline réelle du travail, ce qui nous manque effectivement chez nous. Il y a une surveillance de leur système monétaire. Ils ont procédé à la surveillance du système monétaire. Et puis, il y a une forte réglementation de tous les secteurs économiques. Au point que lorsque les FMI arrivent, ils trouvent un partenaire avec qui discuter. Nous, le problème en interne, c'est que quand les FMI arrivent, il n'y a pas de discours congolais à lui donner. Merci. Donc, il faudra les construire, les discours économiques congolais, économiques et financiers, par rapport à nos propres enjeux. Merci, John Ngomba. Vous allez terminer cette série. J'ai encore une petite question qui va faire les 5 minutes qui restent parce que nous allons comme y revenir. José Nawech, c'est vous qui avez la parole. Oui, je crois que nous sommes dans une situation où on est au fond d'un trou, disons vraiment abyssal. Alors, dans un premier temps, le plus important, ce n'est pas de savoir quelle main nous sort de là, mais c'est d'abord sortir du trou. Je crois que c'est quand même important, le souverainisme, et je crois que c'est le terme, ça ne devrait pas être un camp, il n'y a pas de camp. Il n'y a qu'un seul camp des patriotes. Quand on est dans un pays, la moindre chose pour être citoyen, c'est être patriote. Vous ne pouvez aimer que votre pays. Maintenant, le reste, les étiquettes politiques, c'est des modalités. Mais l'essentiel, nous tous, quand on est dans un pays, on ne peut pas ne pas aimer son pays. Ne pas aimer son pays, c'est comme ne pas aimer ses propres parents. Et donc là, je crois que ça valait la peine d'être souligné quand même. Alors, une fois qu'on nous sort du trou, le plus important, et c'est ce que nous n'arrivons pas à faire depuis que nous sommes indépendants, c'est de trouver notre propre voie de développement. Parce que tout ce dont nous parlons ici, et ce que Jérôme a dit avec beaucoup d'à propos techniques, tout ça c'est bien beau. Mais tant que ça reste de l'ordre des palliatifs à court terme, nous ne soignons pas la vraie maladie. Quelle est notre vraie maladie? Notre vraie maladie, c'est que nous ne produisons pas ce que nous consommons, nous ne consommons pas ce que nous produisons. Tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes-là, on restera dans ce cercle vicieux de la pauvreté. On ne sortira pas de la pauvreté, parce que c'est ça le fond du problème. Et je voudrais ajouter aussi, c'est que même les considérations politiques, cher ami Diana, même en 80, c'est précisément parce que Mobutu, dans les années 80, était le rempart à ce que les Occidentaux considéraient comme l'expansion du communisme. Oui, bien entendu, Diana, on n'est pas en désaccord. Je voudrais simplement dire, parce que vous sembliez dire ici qu'à l'époque, il n'y avait pas de conditionnalité politique. Justement, dans les années 80, Mobutu, et c'est un bel exemple pour tous nos dirigeants, Mobutu, c'était, par respect pour lui, pas un pion, mais c'était un élément important dans les dispositifs occidentaux en Afrique centrale. Il devait faire en sorte que le communisme, ou plus exactement l'Union soviétique et ses alliés, n'aillent pas vers le sud pour faire jonction avec le mouvement de libération qui était au sud. C'est pourquoi, pour ça, Mobutu pouvait tuer 1000, 20 000, 3 000, 30 000 personnes, mais les Occidentaux, pour leurs intérêts, ils fermaient les yeux. Et leur bras séculier économique, leur technostructure économico-financière qui s'appelle FMI, qui s'appelle Banque mondiale, parce qu'ils sont connectés. Ils ne pouvaient pas demander à Mobutu, mais vous avez tué, etc., etc. Mais vous avez vu en 90, lorsque Mobutu a été dévalué par ceux-là même qui l'ont évalué, qui l'ont réévalué, même surévalué. Mais Mobutu, quand il était dévalué, eh bien, on a vu que les politiques occidentales ont commencé et les économiques occidentaux ont embrayé, ont suivi. Donc il y a une relation dialectique entre les structures politiques internationales héritées de 1945 et leur technostructure économique. Il nous reste 4 minutes et je voulais quand même parler des élections. C'est vrai, les élections nous sommes en pleine phase d'enrôlement et ça n'a pas encore commencé
au Kasaï, parce que nous en avons parlé déjà ici une fois, et le chef de l'État vient de faire un voyage dans le Kasaï. Pouvons-nous espérer, au regard de ce qui s'est dit, vous qui suivez un peu l'actualité, que nous arriverons aux élections ensemble? Est-ce que cette action-là qui a été menée de pacification dans le Kasaï peut nous amener à stabiliser, entre guillemets, la condition du cadre institutionnel? Je ne sais pas, vraiment, quand vous prenez la parole, c'est 30 secondes chacun, et nous avons fini l'émission. Diana, oui, je voulais dire que le voyage du président au Kasaï et la perspective de la paix au Kasaï, apparemment, fait déjà un problème. Et c'est pourquoi, vous voyez, c'est pendant ce temps que les gens se précipitent pour les enquêtes. Les enquêtes dites internationales. Et quelle enquête qui ne va pas se faire au Kasaï, parce qu'on dit qu'au Kasaï, les accès sont difficiles, il faut aller faire ces enquêtes auprès des réfugiés qui sont en Angola. Voilà. Donc, aujourd'hui, même tout ce qui est congolais, je l'ai dit, même tout ça, le programme avec les FMI, tout ceci, est devenu une conditionnalité en prévision de la nouvelle guerre froide, d'aligner le Congo un peu à la manière que les Occidentaux avoir leur Mobutu ici. Donc maintenant, c'est tout cela. Même si la paix est tombée aujourd'hui, on vous a saisi. Merci. Freddy. Oui, je pense que très rapidement. Il y aura l'élection, ça, ce n'est pas le 31 décembre, comme tout le monde le réclame, il ne faut pas être naïf. Les gens qui sont l'issue des rigoureux savent que les élections auront lieu, mais pas cette année. Mais ce qui me fait mal, on fait les élections pour qui et pourquoi? On ne peut pas faire les élections pour faire plaisir à ceux qui nous donnent l'argent. Nous faisons des élections pour avoir une certaine légitimité pour nous-mêmes d'abord. Pourquoi avoir cette tendance toujours à dire on fait des élections parce qu'on nous demande? Non, je pense qu'il faudrait à un moment donné qu'on soit responsable. Qu'on soit responsable, et ça je demande à toute la classe politique. On nous prend pour des grands enfants ici. Nous sommes le seul pays où n'importe qui peut venir ici raconter n'importe quoi et partir. Il y a des pays où vous parlez, le même matin la presse vous attaque. Mais ce n'est pas le cas ici, on est tellement aliénés et formatés dans un monde néocolonial. Merci, Freddy. Je m'arrête par ici. Merci vraiment. Jérôme, vous avez tout à dire? Oui, on ne peut pas aller aux élections sans les grands Kasaï. Et l'action du chef de l'État est encouragée. Je pense que nous devons tout faire pour y aller. Mais on ne peut pas aller aussi aux élections sans moyens. Nous venons de démontrer ici que le Fonds monétaire n'est pas prêt à pouvoir délier, à pouvoir ouvrir sa bourse et nous donner de l'argent. Moi, je pense que, contrairement à ce que disait Diana, moi, je l'ai dit, depuis 2002, notre code minier date de 2002 et même le code forestier. C'est le code le plus dupe du monde parce qu'il accorde des exonérations à l'import comme à l'export. Je demande aux députés qui nous suivent, il faut recourir à l'expertise, nous en avons. Il y a Léonide Moupépélé, ingénieur métallurgiste, qui vient de faire une enquête. Je ne fais pas la publicité. Parce que ces codes-là, si on les révise, parce qu'il y a un lobby. On a déjà fait une révision pendant 2 ans. Attends, le même lobby qui a travaillé avec la Banque mondiale comme bras qui agissait en 2002, est en train d'agir maintenant. Nous devons faire attention pour que la révision là ne rate pas. Et c'est pour cette raison que j'ai dit que ce soit sur le plan fiscal, que ce soit sur le plan technique, en tout cas que les honorables députés recourent à l'expertise que nous avons dans la maison pour essayer de faire un code qui va vraiment aider le pays. Merci beaucoup, Jérôme Sekana. John, je crois qu'il n'a plus rien à dire. Bruno, il nous reste vraiment 2 secondes. L'organisation des élections est une obligation constitutionnelle. C'est pour cette raison qu'il faut organiser les élections. Et je pense que ça fait 5 jours, 1 semaine, la tension militaire a quand même sensiblement baissé dans les Grands Kasaï. Et donc ça augure un espoir que les enrôlements où le processus d'enrôlement pourra commencer dans le Kasaï dans les prochains jours, sont partis, avec une connexion à Kinshasa où les choses semblent un peu traîner. Ça peut faire une bonne conjonction pour qu'on finalise une bonne fois pour toutes l'enrôlement, de sorte que au minimum vers la fin de l'année, le fichier électoral soit prêt et la CENI publie son calendrier. Merci John Ngomba. Pour terminer, j'allais dire qu'il était essentiel que le chef de l'État aille dans l'espace kassaïen, parce que pour des raisons objectives ou subjectives, c'est quand même un espace à problème. Alors, il était important politiquement et institutionnellement qu'il aille là-bas, et je pense que c'est devenu plus serein depuis lors,
et que cela devrait continuer. Et l'espace kassaïen doit faire partie de l'organisation des élections et ne pas rester en marge pour que nous ne puissions pas créer d'autres contextes à conflit. Merci beaucoup, chers amis. Merci aussi à vous, amis téléspectateurs, pour nous avoir suivis. Moi, je voudrais ici saluer vraiment le compromis qui a été trouvé entre la famille biologique, la famille politique et l'hôtel de ville de Kinshasa pour l'inhumation d'Étienne Tshisekedi dans une concession familiale à l'Ancélé. Je pense que ce sont des mesures entre Congolais qui font avancer le pays. On n'a pas eu besoin là-bas des intermédiaires. Les hommes peuvent se parler et quand ils se parlent, ils finissent toujours par trouver un consensus. Et si je prends pour terminer la parole sage de José Nawège qui disait quand on est dans un pays, il faut être patriote, il faut aimer son pays. Aimer son pays, c'est de lui donner son intelligence pour trouver des solutions communes. Nous faisons un effort pour arriver chez vous avec cette émission. Il est vrai qu'elle n'est pas facile et elle n'est pas forcément acceptée comme nous le voulons, mais nous sommes porteurs de la diversité des opinions de notre pays. Nous ne pouvons pas être en train de dire simplement une seule chose, le concours des intelligences, c'est ça qui fait avancer les pays. Merci beaucoup de nous avoir suivis et notre espoir, c'est que nous arrivons aux élections, des bonnes élections, et que nous puissions avoir des dirigeants qui ont conscience des enjeux et qui ont le courage de développer une politique totalement et authentiquement congolaise. Mesdames et messieurs, merci et à la prochaine.